12-2025. 4e année, jour 289 depuis le début de l'inversion totale. Bienvenue à tous, je vous souhaite la bienvenue pour le rapport quotidien sur la situation, c'est excellent. C'est vraiment la meilleure communauté qu'on puisse se souhaiter. En 2 jours, nous avons atteint 11% de l'objectif. Merci, vous êtes formidables. Cela profitera bien sûr à tous ceux qui, grâce à votre don, survivront à la guerre. Je rappelle que pour chaque nouvel abonné, je donne personnellement 4 centimes de plus pendant l'action. Avec 100 000 abonnés, nous atteindrons un joli montant à 4 chiffres. Le don individuel le plus élevé recevra, comme toujours, un drapeau OneTag signé. Toutes les informations à ce sujet se trouvent, comme d'habitude, tout en haut de la description de la vidéo. À Wolfchansk, il y a eu récemment un gain territorial russe qui leur a permis de prendre le contrôle du quartier nord de la ville en quelques jours. Il s'agit en fait de tout ce qui se trouve au-dessus de ce cours d'eau, avec ces 3 ponts qui relient pratiquement les 2 quartiers de la ville. Tout cela est désormais sous contrôle russe. Ils ont aussi progressé un peu plus au sud. D'ailleurs, ce morceau jaune ici, je ne l'ai même pas mis à jour, mais cette zone a de nouveau été reprise par les Ukrainiens. Donc au final, on peut supprimer cette partie ici, et voilà à quoi ressemble la carte finalement. Et ici, il y a une nouvelle vidéo. Parce que les soldats russes se plaignent explicitement d'avoir de nouveau été attaqués ici par les Ukrainiens. Ce sont des soldats du 82e régiment de fusiliers motorisés russes qui se plaignent de la situation. Car dans les enregistrements, il est dit que leur soi-disant base a complètement brûlé, que tout a été détruit jusqu'à zéro et qu'il ne reste plus rien. Cela indique donc qu'une position a été entièrement touchée, probablement à la suite d'une frappe précise de drone ou d'artillerie. Un autre accident d'avion s'est produit en Russie. Un Anving 2 s'est écrasé. Selon les informations disponibles, l'équipage serait mort. L'appareil a perdu le contact après le dernier échange radio vers 11 h du matin. Par la suite, des débris ont été découverts dans le réservoir du métro près du village d'Ivankove. Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours. Il n'y a évidemment aucun détail officiel concernant les recherches, et encore moins sur la cause. Le nombre de membres d'équipage reste également inconnu. On parle en fait de 7 personnes, mais fondamentalement il s'agit de l'un des plus grands avions à hélice de la flotte aérienne russe, qui accueille généralement 5 à 6 personnes. Donc en tant qu'équipage. Cela veut dire que s'ils mentionnent 7 pertes, ils ont peut-être eu un passager en plus, non membre de l'équipage. Mais ce que les Russes transportaient là-bas n'est pas clair. Cependant, une chose est certaine, la série de crash d'avions en Russie n'est pas terminée. Le manque d'entretien et de personnel n'améliore pas la situation. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous verrons ce genre de choses de plus en plus souvent, et comme nous pouvons le constater, c'est effectivement de plus en plus fréquent. Les Russes racontent toujours à la télévision de propagande qu'ils agiraient avec une précision chirurgicale lorsqu'ils attaquent des cibles en Ukraine. Mais c'est évidemment un mensonge, car nous voyons depuis des années qu'ils frappent en plus ou moins tout. Hôpital pour enfants, immeuble résidentiel ou futur centre commercial, plutôt qu'une cible militaire. Pour mieux voir les effets de cette précision chirurgicale, vous pouvez jeter un œil à Bakhmut sur Google Maps. En effet, depuis quelques heures, les premières images satellites sont en ligne, montrant à quoi ressemble le monde russe après la libération. Jetons un coup d'œil à notre carte de situation. Bakhmut se trouve ici. Un peu plus à l'est, précisément ici. Ici, le groupe Wagner était très présent à l'époque. C'était leur apogée avec la bataille de Bakhmut, la dernière grande bataille menée comme groupe militaire indépendant. Cela date déjà de plusieurs mois et depuis, les Russes n'ont pas avancé. Mais cela ne change rien. À l'époque, ils ont essayé d'encercler la ville, mais cela n'a pas fonctionné. À un moment donné, le groupe Wagner, en raison d'une forte pression exercée par le ministère de la Défense et aussi des querelles qu'ils ont eues avec lui. Ils ont envahi l'est de la ville et ont ensuite pu conquérir la ville morceau par morceau. La dernière ou l'une des dernières batailles, elle a ensuite eu lieu ici, près de l'hôpital pour enfants, dans la partie ouest de la ville. Regardons cela sur Google Maps. Voici l'hôpital pour enfants. On peut voir, c'est un peu effrayant, je dois dire. On peut encore voir les anciennes images de Google Street View et on peut en fait les comparer avec les nouvelles images satellites. Donc, comme je l'ai dit, voici la zone dont il s'agit, l'hôpital pour enfants à l'ouest de la ville, que je viens de montrer. Et voilà à quoi ça ressemble maintenant sur la carte, juste ici, c'est à peine reconnaissable, comme on peut le voir ici. Le toit et les bâtiments voisins se sont effondrés. Le parc ou jardin de l'hôpital que nous venons de voir était ici sur le côté. Il n'existe plus non plus. On ne peut même plus reconnaître qu'il y avait un jardin ici autrefois. Tout est en fait brun, gris et morne.
comme le reste de la ville. Ici aussi, dans tous les quartiers Tauscher résidentiels à côté, il n'y a presque plus de maison qui ait encore un toit. On peut aussi reconnaître ce qui était autrefois en dessous. J'ai aussi choisi 2 autres lieux intéressants. D'une part, il y a ce parc municipal par un bel après-midi ensoleillé que l'on peut voir ici. Là-bas, une arche intéressante. Ici, une statue remarquable comme cette place fleurie. Et bien sûr ici, un bâtiment très remarquable, dont il ne reste presque rien sur la carte réelle. Voici le bâtiment remarquable dont je viens de parler, ou du moins ce qu'il en reste. Ici, il y avait autrefois toutes les fleurs, c'était le parc floral, et ici se trouve l'arche, ou du moins ce qu'il en reste. Nous voyons ici beaucoup de décombres tout autour. Comme dernier endroit digne d'intérêt, j'ai choisi celui-ci. C'est en fait la gare, donc pas la gare principale, mais l'une des gares de la ville, avec un toit typiquement turquoise ou aigue marine qui se trouve ici. Et en quelque sorte ce parking très voyant et cette aire de retournement juste devant le bâtiment. Il est en effet facile à repérer depuis les airs, ici, au milieu d'un désert de destruction. Les rails restent à la gare, c'est tout ce qu'il en reste. Le toit bleu a complètement disparu. On peut à peine distinguer qu'il y avait ici autrefois un hall d'entrée, avec les 2 bâtiments annexes ou les 2 extensions sur les côtés. Mais le reste est détruit, même ici. Le petit kiosque ici a été détruit, comme presque tout dans la ville. À l'est, c'est assez intéressant, parce qu'ici, on a en quelque sorte l'ancienne image, donc l'ancienne image satellite, ce carré ici, et ici c'est la nouvelle. Et ici, on peut voir précisément la trace de la destruction. Voilà à quoi ressemblait Bakhmout avant que les Russes ne l'aient libéré. Et ici, sur la gauche, on voit à quoi cela ressemble actuellement. Mais Bakhmout n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Presque chaque ville que les Russes ont conquise ici ressemble en fait à Bakhmout. Au final, tout ce qu'ils ont gagné est détruit. Et on se demande bien sûr pourquoi tout détruire, pourquoi sacrifier autant de ses propres hommes. Pour ensuite conquérir un morceau de terre qui a été complètement détruit, et où il n'y aura pratiquement plus de croissance économique ni de personnes qui voudront tout reconstruire, surtout tant que ce sera occupé par les Russes. Si l'on considère d'autres régions occupées sans combat, comme Donetsk par exemple. En tant que ville, on constate aussi que les conditions de vie sont très mauvaises et que les Russes y combattent tellement. Oui, même ça, ils n'ont pas vraiment réussi à le conquérir via leur mouvement séparatiste. Là-bas, il n'y a pas d'eau courante. Et les Russes, étant eux, ils s'en fichent en soi complètement, car ce ne sont pratiquement que des territoires qu'ils ont ni conquis ça. Même au cœur de la Russie, on observe dans de nombreux villages la situation des transports, ainsi que l'accès à l'éducation ou à la culture. Nous voyons énormément de villages et de localités en Russie qui ressemblent à ce qu'ils étaient il y a 100 ans. Et les gens y vivent aussi comme il y a 100 ans. Et si on ne les aide même pas à améliorer leur niveau de vie. Il ne faut donc pas s'attendre à autre chose dans les régions récemment conquises par les Russes en Ukraine. Axios indique que le président ukrainien Zelensky subit une pression croissante des États-Unis pour accepter davantage de concessions, dont territoriales, dans le cadre du plan de paix de Trump. Un responsable américain a contesté cela et a souligné que Washington avait exercé autant de pression sur Poutine pour qu'il atténue ses exigences maximales. Pour Kiev, la situation reste délicate. Tout débat sur des cessions territoriales serait perçu politiquement comme une capitulation et risquerait de récompenser l'agression russe plutôt que de la contenir. La pression américaine, réelle ou perçue, augmente la nervosité en Europe. Je ne pense pas qu'une pression ait été exercée sur Poutine. Si vous l'aviez jamais fait sérieusement, la guerre serait probablement déjà terminée, et vous ne seriez même pas en train de regarder cette vidéo. Alors que les Américains continuant de penser que Poutine est intéressé par la paix, il fait rédiger un nouveau décret. Poutine a signé la convocation des réservistes russes pour des exercices l'an prochain. Cela ne correspond guère au récit. Il ne semble pas vraiment chercher la paix, mais plutôt reconstituer méthodiquement ce qu'il a perdu jusqu'à présent. Moscou maintient la machine de guerre en marche, tandis qu'à Washington, on continue de faire comme si le conflit pouvait être gelé avec de belles paroles. Pour l'Ukraine et l'Europe, cela implique plus de pression et moins d'illusions. Mais le problème de l'Europe, c'est aussi qu'elle agit à peine elle-même. Beaucoup de réunions, beaucoup de conférences, beaucoup de résultats, mais peu de changements. Et cela a un coût. Mais qu'attendons-nous aussi quand nous avons envoyé à Bruxelles de nombreux décideurs qui étaient incompétents pour leur propre pays, mais trop bien connectés pour qu'on puisse vraiment les écarter? Mais c'est un autre sujet. Près de Pokrovsk, les Russes attaquent. Le sud de Menrat, à la zone d'artillerie, est contrôlé par les Russes, le nord restant disputé. Près de Rivne, à l'épingle rouge, il y a une géolocalisation. Ici, des soldats russes brandissent 2 drapeaux.
Mais cela ne signifie pas que le nord de Pokrovsk est perdu, car à l'épingle bleue, des soldats ukrainiens accrochent un drapeau, et cela le même jour. Il semble donc s'agir d'un mouvement nord-est des soldats russes hors de la ville, afin de refermer véritablement la poche cette fois-ci. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que les Russes affirment depuis des semaines qu'elle est fermée, alors que ce n'est pas vrai. Néanmoins, la situation est très mauvaise pour les Ukrainiens. D'après ce que je vois, il y a moins d'1 kilomètre qui reste ouvert entre les deux fronts ici. Cela aggrave fortement la situation des soldats à Menerat. Le service de sécurité de l'Ukraine, ukrainien, signale d'importants dégâts au port de gaz naturel liquéfié russe de Temryuk, région de Krasnodar. Après une attaque de drone le 5 décembre, l'installation a brûlé 3 jours. Les premières images ne sont disponibles qu'aujourd'hui. D'après le service de sécurité de l'Ukraine, 20 des 30 réservoirs de carburant ont été détruits. Un wagon-citerne a brûlé, ainsi qu'un entrepôt intermédiaire et la station de débordement des eaux pluviales touchées. C'est un coup dur, car cette perte concerne un point clé de la manutention du carburant en mer Noire. La Russie doit donc faire des détours, rallonger ses trajets et renforcer la protection de ses infrastructures. À court terme, il y a bien sûr un risque de pénurie dans l'approvisionnement régional, réparation du personnel et du matériel. À moyen terme, il faudra ici à nouveau mobiliser d'autres forces, ce que Moscou ne peut guère se permettre, car elles manqueront ailleurs. Un remerciement particulier va aux membres de la chaîne Algen Crew et surtout au lieutenant-colonel Renek. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, commentez et à la prochaine analyse.